de prix, des prédictions de stock et compagnie, avec des simples fonctions SQL où derrière, il y a tout un algorithme ML, etc. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances. Mettre à disposition ces capacités GenAI dans la plateforme et ne pas aller chercher des choses à l'extérieur pour ne pas sortir la donnée. On parle de GenAI, on parle de LLM. Un service qui permet de faire un petit peu justement cette partie RAG, mais de manière serverless, c'est natif. On appelle ça le Cortex Search. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Voilà, on retrouve notre ami Ilyes et notre ami Paul pour la suite de cet épisode. La semaine dernière, nous avions détaillé l'ensemble des nouvelles concernant la partie Data Engineering et Analytics Engineering de ce Snowflake Summit 2024. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le détail des annonces autour de la partie ML. Et vous imaginez que Snowflake n'est pas en reste et a énormément de choses à annoncer dans son Summit sur ce sujet. Bonne écoute. Maintenant, je propose qu'effectivement, on parle de cette partie ML et GenAI et que l'on puisse regarder un petit peu dans le détail ce que vous avez annoncé. Eh ben, c'est parti. Donc, je vais très rapidement faire une petite intro sur la partie ML parce que c'est important de rappeler que au-delà de la GenAI, on sait faire du machine learning classique et on a déjà les capacités pour depuis un bon moment. Et qu'on implémente déjà des use cases ML standards et on a les capacités pour. Donc, juste pour rappeler deux points importants, c'est que on a les fonctionnalités pour construire des use cases, implémenter et les déployer end-to-end. Ça implique quoi? Ça implique la possibilité de préparer la donnée, de faire le feature engineering, d'entraîner les modèles, déployer les modèles, parce qu'on a un modèle registry, on peut gérer toute la partie cycle de vie du modèle, et ensuite consommer le modèle. Et là, c'est pareil, hein, on va avoir des facilités pour les data analysts qui sont pas experts ou les business qui sont pas du tout tech, de pouvoir consommer des modèles à travers des API, à travers des requêtes SQL, à travers des petites fonctions extrêmement simples, une fois que le modèle est déployé. Ça, c'est un peu l'approche classique end-to-end pour les experts, on va dire, AI, ou on va les appeler les data scientists. Après, on a un autre aspect, c'est autour de ce qu'on appelle les ML functions qui répondent à un certain nombre de use cases. Donc là, c'est quoi? C'est des fonctions qui font une abstraction d'algorithmes qui vont simplifier l'utilisation de ces outils-là pour implémenter des use cases, par exemple, pour faire du forecasting. Par exemple, pour faire du prédiction de prix, des prédictions de stock et compagnie, avec des simples fonctions SQL où derrière, il y a tout un algorithme ML, etc. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances tech en AI poussées pour pouvoir implémenter ce type de use case. Donc, c'est ouvert plus que pour les data scientists, mais aussi pour par exemple, les data analysts. Ça veut Euh, dire, pardon, je hmm, t'interromps juste un instant, ça veut dire que quelqu'un de compétent en SQL qui sait faire un create table, qui sait faire ce genre de choses-là, peut faire une pseudo-colonne dans une table qui serait la prédiction en exactement, question en appelant la tout à fait. fonction de prédiction en question. Exactement. Il peut faire l'entraînement de modèle. Donc, voilà, c'est une fonction en SQL. Il y a l'équivalent en Python, évidemment. Et il peut faire la prédiction, l'inférence sur voilà, une colonne de manière très simple aussi. Donc, deux statements SQL, on est capable de faire ça.
Et d'ailleurs, d'autres use cases possibles, comme la détection d'anomalies, hein, qui peut être intéressante dans l'assurance, côté banque, sur la détection de fraude, etc. Et donc, ça marche très bien aussi pour ce type de use case. Et alors, est-ce que ça marche? Je creuse un peu le truc parce que moi, je Mm. suis persuadé depuis quelques années qu'effectivement, le fait d'avoir le machine learning qui s'applique dans la base de données, c'est vraiment très efficace parce que ça vient rajouter de l'intelligence sur les données là où elles sont. Et on évite d'aller Mhm. faire tout un process qui appelle une API, qui génère une colonne qu'il faut remerger avec le dataset d'origine. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où on a finalement ces ML functions qui se déclenchent à l'insertion de nouvelles lignes Tout à fait, donc tout à fait. et qui permettent d'avoir cette espèce de temps réel, mais dans la table, Mm. quoi. Ça peut Exactement. marcher aussi. En fait, on a les outils, hein, on a ce qu'on appelle les stream and tasks, qui sont des trucs très basiques, hein, que même un data analyst peut jouer avec. Et d'ailleurs, la dernière fois, on a eu le Build Snowflake, hein, il n'y a pas très longtemps, donc c'est durant le mois de juin. On a déroulé un use case avec ces ML Functions pour faire du forecast, avec pas mal de clients, et de partenaires qui étaient présents aussi, où on a fait un truc très, très simple, c'est on a créé la petite fonction, voilà, on a utilisé la fonction pour faire entrer le modèle et une autre fonction pour faire l'inférence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a industrialisé ça avec des petites tasks, hein, des objets qui sont très simples pour se dire, ben, quand il y a des nouvelles données, ben, le modèle, il faut qu'il s'y réentraîne. Il faut maintenir le modèle, donc ça se déclenche automatiquement. Et de la même manière pour l'inférence, on va pouvoir, ben, dès qu'il y a une nouvelle donnée qui arrive, déclencher l'inférence pour faire la prédiction. Donc après, pour la partie modèle training, évidemment, il faut définir un cycle pour se dire bah, à quelle fréquence on est censé réentraîner le modèle. Et là, on peut se baser sur des métriques pour se dire bah, la précision, elle n'est pas terrible, elle commence à baisser. Donc je déclenche des tests que j'automatise qui vont dire, tout ça c'est en SQL, Hmm. hein. Donc c'est très simple pour dire, attention, la précision, elle commence à baisser, elle est de 70% ou moins, hop, je réentraîne sur toute la donnée que j'ai pour prédire le futur. Alors, C'est vrai qu'on ouais, oublie qu'effectivement, vous avez toute cette mécanique entre guillemets de CDC C'est ça, intégrée qui vous permet de consommer le flux de modifications sur une table et de réagir à ce flux de modifications. c'est ça. Et ça, c'est vachement bien. et le scénario que tu évoques là, c'est généralement quand on parle de MLOps, on dit que c'est CI, CD, CT, avec le CT qui veut dire continuous training. Moi, je suis très très sceptique quand même sur le continuous training parce que il faut comprendre à un moment pourquoi ça dérive en fait. Et là, à un moment, il faut s'arrêter, que les humains rentrent dans la boucle et comprennent pourquoi les métriques d'évaluation sont plus bonnes. Mais effectivement, si ça aide, si ça, ce que tu décris, je comprends que ça fait quand même beaucoup d'abstraction sur tous les mécanismes qu'on a à mettre en place dans une démarche MLOps, hein, qui sont Mhm. effectivement des tests, des gates qui vont nous dire, OK, là, ça passe, le nouveau modèle, il peut aller remplacer l'ancien. Et Mhm. ouais, ça peut être vraiment des générateurs euh, de tout ce processus, en gardant un petit peu d'humain quand même, c'est Ouais, un petit bémol, co- mais, co- sur complètement, le continuous complètement. trading. On peut très bien imaginer avoir des règles automatisées qui ne vont pas déclencher un entraînement, qui vont alerter Mm. les personnes qui travaillent dessus pour se dire, attention, la précision commence à être un peu dégueulasse, il faut faire quelque Mm. chose. Donc là, on envoie Tu un peux mail, avoir on une fait. task en Voilà, fait qui mesure ta prédiction, savoir qui fasse ces fait tests-là, des checks, voilà. il te fait des checks, il te crée des indicateurs et à ce moment-là, tu relances le train, tu vérifies si c'est toujours bon et puis tu promeus le modèle en question. Donc ça veut dire que moi je découvre des choses, hein, autant la Mhm, notion de data engineering, de task et tout ça, c'est quelque chose que j'avais effectivement pas mal creusé dans mon précédent mhm. job où je faisais du Snowflake. Mais la notion de ML, justement, de ML function, ça, j'avais jamais mis les mains dedans. Euh, et pour le coup, ça veut dire que vous avez aussi toute l'artillerie de modèles registries, toutes ces choses-là qui sont intégrées dans la plateforme pour pouvoir justement gérer ces évolutions et toutes ces choses-là. Mhm. Exactement. Donc, dans ces fonctions, en fait, il y a une abstraction, hein. Donc, c'est vraiment, on voit rien. On crée un modèle à partir d'une fonction qui intègre l'algorithme. Le modèle est déployé et après, on appelle le modèle avec la bonne fonction pour prédire et faire de l'inférence, etc. Donc, c'est vraiment
tout est abstrait, tout est transparent, et on s'occupe pas de la technicité qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, hein, ce que je disais un peu au début, c'est que on a la partie end-to-end avec le modèle registry, où là, si les data scientists veulent faire joujou avec du Python, par exemple, pour créer des modèles depuis zéro, entre guillemets, ils peuvent le faire. Ils ont toutes les briques, toutes les composantes pour faire ça et aller jusqu'au déploiement du modèle pour faire de l'inférence et euh, en API, en fonction, etc. Et par curiosité, je ne sais pas si tu as ce niveau de détail d'info, mais le modèle Registry, c'est un développement de chez Snowflake. Vous avez racheté un produit ou trouvé un open source sur lequel vous appuyez. On sait qu'MLflow est un peu hégémonique quand même sur ces histoires de modèle Registry, mais est-ce qu'il y a... Exactement. Bah, c'est du MLflow Ok, qu'on a intégré. Ouais. d'accord. Et pour le coup, là, tu disais juste à l'instant, ça veut dire que quelqu'un qui voudrait créer sa propre ML function, c'est-à-dire pas utiliser votre fonction de forecast standard chez vous, mais créer la sienne parce il est plus malin que l'ensemble de la communauté, ce qui est Que les souvent autres. quelque chose dont on revient tôt ou tard. Qu'il est plus malin que la communauté. Et donc, on peut avoir le data scientist qui crée une ML function personnalisée et que les autres, les analystes, puissent l'utiliser comme ils utiliseraient un group by en SQL, quoi, pour résumer. Exactement. On va pouvoir déployer un modèle sous forme de fonction ou d'API de manière extrêmement simple. Et pour l'utilisateur final qui va venir consommer, il va venir consommer sous forme de fonction. Donc pour lui, on va juste lui dire, tu as une AI dans ta fonction, tu t'occupes pas de comment elle fonctionne, mais tu peux la consommer. Et tu peux l'intégrer dans tes process métiers, dans tes applications business, dans des reporting éventuellement, etc., etc. Dans des applications comme du Streamlit, hein, par exemple, etc., etc. Et ça permet aussi d'ailleurs la collaboration, ça c'est très important, ça renforce un peu la collaboration autour de la plateforme avec des profils qui sont un peu distingués, hein, qui sont un peu différents. Et donc ça réunit finalement les data scientists, les data engineers, les data analysts à travers des points intermédiaires comme ça, qui sont extrêmement simples voilà, à prendre en main. Et voilà, ça renforce la collaboration autour de la plateforme, enfin dans la plateforme autour de la donnée. Pour le coup, Yes, tu parlais à l'instant bon, de mettre ça à disposition d'analystes et d'autres. Est-ce que le sujet de l'activation, justement, de la donnée, c'est-à-dire de rendre disponible la donnée à l'extérieur, c'est un sujet sur lequel vous avez avancé euh, allez, entre les lignes, hein. Aujourd'hui, je veux monter une API pour exposer soit de la data tout court, soit exposer justement un modèle que j'aurais mis sous forme de fonction. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez présenté des choses dans ce sens-là, ou est-ce que pour l'instant encore l'idée c'est tu déploies une apps et puis tu fais ça au travers d'une apps que tu déploies? C'est ça, exactement. Donc la stratégie, c'est de dire on veut distribuer quelque chose, on veut partager quelque chose, on part sur des apps, des data products ou des apps pour distribuer. Mais rien n'empêche les gens, les experts, d'implémenter des API. Pourquoi? Parce que on a cette nouvelle capacité hein, qu'on appelle les Snowpark Container Services, où on peut finalement déployer n'importe quel framework hein, dedans, n'importe quelle solution, n'importe quel code, qui crée des API. Hein. Ça peut être des frameworks open source comme du Flask, du Django et compagnie. Et on crée des API pour voilà, donner accès, etc. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai, parce qu'on va pouvoir, avec External Access, aller appeler des API depuis Snowflake. On va pouvoir appeler des API et taper sur des choses qui sont à l'extérieur. Bah, par exemple, quand on veut utiliser l'API OpenAI depuis Hmm. Snowflake, hein, depuis une application Streamlit, par exemple, on va pouvoir faire ça. C'est assez marrant parce que c'est à nouveau, on t'a souvent posé la question, mais qu'est-ce que la Gen AI a changé? Et c'est à nouveau un truc, je suis certain que ce truc-là, vous l'avez modifié parce qu'au départ, moi j'ai vécu le fait qu'au départ, c'était la croix et la bannière depuis
depuis une fonction en interne chez vous, de pouvoir appeler une API extérieure, il fallait mettre une API gateway dans le compte Amazon avec des sécurités. C'était pénible au possible. C'était d'ailleurs tellement pénible qu'on finissait par jeter l'éponge. Et, euh, et ça, vous l'avez ouvert et je suis certain que c'est pour donner accès aux API notamment d'OpenAI, parce qu'il y a plein de gens qui voulaient utiliser les API d'OpenAI depuis leur compte Snowflake. Et ça, effectivement, ça a été un truc qui a permis de changer plein de choses, le fait de pouvoir faire ça. Donc, de pouvoir Mm. dé-sandboxer, puisque c'était ça, en fait, finalement, le problème, c'était que le process qui s'exécutait, il était sandboxé au fin fond d'une enclave Mm. de laquelle on pouvait pas sortir, sauf sur On une peut pas whitelist. communiquer. Ouais. Ouais. Donc là, aujourd'hui, effectivement, c'est possible. Ouais. Donc c'est clair que l'outbound et l'inbound sont possibles maintenant depuis l'environnement Snowflake et ça c'est un vrai sujet qui change la donne et qui permet de déployer des applications ou des API assez facilement à l'intérieur de l'environnement, sachant que toujours le même principe, quand on déploie une application, elle est billée quand elle est activée avec un auto-start C'est et qu'elle a ça. démarré le warehouse Le qui la porte. modèle, C'est ça? tout à fait. Le modèle reste le même. C'est de la conso, tout C'est simplement. c'est de la conso C'est qui du est à la compute. C'est du Mm. compute. La première minute est incompressible, c'est ça, et puis après c'est la seconde. Ouais, tout à fait. Donc ça reste le même modèle. Donc si vous Mhm. avez une API effectivement qui est consommée toutes les 10 secondes, 24 heures sur 24, ça risque d'être un petit peu coûteux. Mais par contre, si vous avez des gros pics et 23 heures sur 24, rien qui ne se passe dedans, là il y a peut-être un vrai avantage économique à aller chercher. C'est ça. Euh, on a parlé du ML. J'adore quand on parle de Mhm. ML classique. Mais le standard. Non, non, mais c'est assez génial parce que ça a été un truc hyper avant-gardiste pendant des années. Ah, Ouais. on va pas parler de BI, on va parler de ML, c'est super. Là, maintenant, quand on parle de ML, c'est presque le truc de vieux, quoi. Ouais, C'est c'est limite old school. limite old school. Et donc, on va évidemment parler un petit peu de Gen AI puisque vous avez des choses autour de cette Gen AI avec évidemment vous êtes de la partie avec Eh la oui, possibilité d'offrir des features de ce point de vue-là à l'intérieur de votre environnement. Hum, ça commence par. Il y a finalement un truc que vous avez déjà annoncé qui était Document AI, qui était la possibilité de faire des choses avec du ouais. document que l'on stockerait à l'intérieur de l'environnement Snowflake. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc tu peux nous dire un petit peu le use case et la manière de Ouais, laquelle ça fonctionne, cette histoire de Document AI? ouais, avec plaisir. Alors, une petite intro très rapide hein, sur la partie de l'IA et sur l'histoire un peu de Documentia aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui est un peu ce qui s'est passé comme changement au sein de Snowflake récemment, notamment avec la nouvelle vague GenAI, et pourquoi finalement ce changement très accéléré, on va dire, autour de la partie AI de manière assez générale. Alors c'est parti déjà, ça a commencé depuis un moment évidemment, mais ça s'est renforcé, accéléré via l'arrivée du nouveau CEO, Snowflake, qui s'appelle Sridhar, qui est, on va dire, un AI people et enthousiaste et compagnie, et un grand businessman qui a monté sa propre boîte et qui a bossé chez Google pendant plusieurs années, qui a fait monter Google aussi sur la partie AI, etc. Et il y a eu aussi la partie de DeepMind hein, chez Google où Hmm. il a bossé avec un certain nombre de people. Donc, il est arrivé il y a quelques mois, il y a à peu près peut-être 4 mois environ maintenant, et il a changé radicalement la position, et renforcé la vision Snowflake autour de l'IA, avec les apps, avec les GenAI et compagnie. Donc, lui, à l'époque, il a fondé Neva, qui intégrait une solution qui s'appelait Applica pour traiter les documents, qui intégrait des LLM, qui fait de l'ossarisation et compagnie. Donc on a racheté cette solution. Et il nous a rejoint en tant que leader AI chez Snowflake, et il est devenu le nouveau CEO de Snowflake il y a à peu près 4 mois. Donc à partir de là, commençait à naître et pour certaines capacités s'accélérer
pour atterrir sur des fonctionnalités extrêmement simples, notamment DocumentAI, qui intègre ce type de technologie, qui vont répondre à des use cases simples en soi, mais qui peuvent être très complexes dans la mise en place. Et donc, c'est ça qu'on vient un peu challenger et sur quoi on va aider les clients. Donc, le use case, il va être simple, hein, c'est du batch processing, entre guillemets, c'est qu'on va vouloir extraire des insights à partir de documents qui peuvent être de toute nature. Ça peut être enfin, fonctionnel, hein, ça peut être des contrats, des comptes rendus, des factures, etc., etc. Et donc, un business user peut venir et poser des questions à DocumentAI avec, sur une interface graphique. Et DocumentAI va lui répondre en extrayant les inputs, enfin en tout cas les insights et les valeurs qui correspondent à la question depuis les documents. Donc on est sur une approche plus ou moins batch qui permet de faire ça et l'utilisateur a la possibilité de valider ce que fait cette feature-là et d'aller plus loin parce qu'il peut lui demander de s'entraîner sur ces données, sur ces documents pour qu'ils soient plus spécialisés. Donc là, on fait carrément de fine-tuning en un clic, complètement serverless, complètement managé, pour qu'ils soient spécialisés sur ces données à lui, ces documents à lui, les données de l'utilisateur du côté client, pour qu'ils soient plus précis, pour que la fonctionnalité, le service soit beaucoup plus précis, si ce n'est pas déjà le cas. Donc Mais voilà un petit peu c'est pas un RAG qui est fait ou c'est vraiment un fine-tuning d'un modèle spécifique à chaque client? Alors, il y a un process, on va dire, qui fait appel à Applica derrière, hein, qui fait de l'ossarisation, etc. Il y a du prompting qui est fait. Et le fine-tuning, c'est vraiment à la demande. C'est le client qui décide s'il a besoin D'accord. de le faire ou pas. Donc, c'est pas automatique dans le sens il faut qu'il le fasse. Si jamais les résultats sont pas très bons, il a la possibilité, en un clic, de lancer un fine-tuning si besoin. Mais de manière générale, sur des documents assez standards, hein, où il y a des valeurs de toutes sortes et des informations de toutes sortes, d'ailleurs écrites à la main ou par la machine, il est capable déjà d'extraire des informations de manière automatique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a une API pour cette fonctionnalité, donc on peut l'intégrer dans des pipelines métiers, dans des pipelines data pour dire, par exemple, ben, je veux extraire un certain nombre d'informations à partir de documents, et ensuite, je peux appliquer des règles fonctionnelles ou des règles de gestion autour de la data et compagnie, pour se dire, ben, qu'est-ce que je fais en fonction de ce que j'ai en output. Donc, il y a le service en tant que tel avec une interface, il y a aussi l'API qui permet de l'intégrer dans des workflows, dans des pipelines euh, au quotidien. Et on vise quelle volumétrie de documents sur ce scénario-là? Est-ce que c'est plutôt, on va dire, l'utilisateur qui a une dizaine de Word, PDF et il a envie Hmm. d'avoir ce fameux moteur d'interrogation de ces documents? Ou est-ce qu'on pourrait partir sur, je sais pas, le disque réseau où traîne Hmm. l'historique de millions de documents PDF depuis l'histoire Ouais, de la boîte? ouais, Ça tiendrait la route ou tu penses que c'est... Moi, je suis assez sceptique hein, parce qu'il y a ouais. beaucoup d'effets après de volumétrie sur le RAG, mais qu'est-ce que... Alors, le use case réel, c'est plutôt la première partie Hmm. que tu t'expliquais, Paul, au départ. On est sur du batch, on est sur quelques documents, et c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de répondre à ce besoin typique où les métiers, bah, ils ont besoin en fait, ils sont pas, enfin, ils veulent pas se faire chier à lire des documents avec plusieurs pages, etc. Et à la main noter des informations qu'ils voient sur les documents et tout. Là, on automatise un process qui va extraire des informations à partir des questions et on peut l'intégrer en API dans les workflows et compagnie. Hmm. Sur la partie plus gros patrimoine de documents, là, on est plus sur une approche RAG typique où là, justement, on va parler de ça juste après. Sur les capacités, sur comment on peut justement traiter ce type de patrimoine de données non structuré, justement, pour interagir avec les documents. Donc ça, c'est le Donc premier voilà un peu niveau qui est très orienté vers les utilisateurs. Ça requiert quand même que les utilisateurs soient connectés à la console Snowflake. Donc tout c'est à quelque fait. chose qui a le mérite
d'exister. Je suis pas certain que ce soit la majorité des use cases que vous ayez en termes d'AI à Oui, l'intérieur de Snowflake. C'est plutôt dans la ouais. deuxième partie, celle qu'on va voir, enfin, celle dont on a parlé avant, je pense qu'il y a une vraie feature de coder des fonctions ML métiers. Mais Mhm. si on s'en tient à la GenAI, c'est plutôt tout le set de features que vous avez regroupé sous l'étiquette Cortex AI, Exactement, exactement. qui est Donc, finalement votre ouais. gros fer de lance dans ce monde GenAI. Et pour le coup, ça, c'est là où il y a eu effectivement pas mal d'annonces qui ont été faites. C'est ça. Donc Cortex AI, c'est un peu notre package de fonctionnalités hein, autour de la GenAI. Et dans Cortex AI, on est resté dans la même stratégie qui est de mettre à disposition ces capacités GenAI dans la plateforme et ne pas aller chercher des choses à l'extérieur pour ne pas sortir la donnée. Et surtout, point très très important, on parle de GenAI, on parle de LLM, on parle d'intelligence qui vont bouffer de la donnée, sortir de la donnée, donc non structurée, et on parle de propriété intellectuelle. Donc c'est là où on va apporter de la valeur parce que on a hosté des LLM open source sur le marché, d'autres LLM commerciaux comme du Mistral Large par exemple, avec un gros partenariat d'ailleurs qu'on a avec Mistral. Donc on a hosté ces LLM, du Llama 2, du Llama 3, du Mistral avec plusieurs versions, du Gemini, du Reka. On a créé notre propre LLM qui s'appelle Arctic, qu'on a hosté dans la plateforme, qui va permettre aux clients de conserver on va dire, la propriété intellectuelle et de ne pas sortir leurs données pour les donner à manger à un LLM propriétaire qui est hébergé chez un provider à l'extérieur et où surtout on ne sait pas trop ce qu'il fait de cette donnée, où est-ce qu'il la met, où est-ce qu'il la stocke, est-ce qu'il expose, est-ce qu'il l'utilise, est-ce qu'il la sort en output pour d'autres utilisateurs et d'autres sollicitations, etc. Donc ça, c'est un peu, voilà, ça va un peu dans la stratégie, dans la vision de Snowflake, d'avoir ces capacités dans la plateforme, garder la propriété intellectuelle, et on va pouvoir aussi d'ailleurs fine-tuner certains de ces LLM dans la plateforme Snowflake. Et encore une fois, le modèle qu'on va avoir en sortie va rester chez le client. Donc, et ça va pouvoir se faire en quelques clics. Donc, on va avoir une interface, c'est déjà le cas, hein, c'est un preview. Ça fait partie des grosses annonces aussi du Summit. En quelques clics, on va pouvoir setuper le fine-tuning d'un modèle dans Snowflake. Donc, on reste dans la logique de simplicité pour spécialiser des LLM. Aujourd'hui, je crois qu'on a peut-être quatre versions de LLM allez, on va dire les presque une dizaine de LLM qu'on a hostés, qu'on peut déjà fine-tuner. D'accord? Ça, c'est le premier point. Donc, on a cette approche un peu simpliste. Et le deuxième point qui apporte énormément de valeur aussi, c'est dans l'inférence. Parce dans le fine-tuning, il y a deux sujets. Il y a comment, et quels moyens, quelles capacités avec des GPU aussi, ça c'est très important, hein, il faut des GPU pour faire ça. Et avec le partenariat qu'on a avec NVIDIA, ben, on a accès à des GPU à travers Snowflake. Donc ça veut dire que le fine-tuning, il est serverless pour l'utilisateur. Hein, donc il y a pas de paramétrage, il n'y a pas à aller configurer des GPU, etc. Ça se fait de manière complètement automatique. La deuxième valeur, c'est au niveau de l'inférence. Parce que c'est bien beau de fine-tuner un modèle, mais comment je le déploie? Comment je fais en sorte que le business et les data experts viennent consommer ce nouveau LLM ou ce nouveau modèle? Donc c'est un vrai challenge et c'est là où aussi on apporte de la valeur parce que le modèle, une fois on a fine-tuné, on le déploie. Donc après, l'infrastructure qu'il faut avoir, donc qui est sous-jacente qu'il faut avoir pour faire l'inférence, c'est Snowflake qui la gère aussi. Donc ça, c'est extrêmement important dans l'industrialisation de LLM fine-tuning. Tu touches au sujet justement pardon, tu touches au sujet de ces, euh, de ces GPU là. Mhm. Et ça veut dire que vous avez créé des warehouses d'un type spécifique pour ça et qu'on peut choisir d'utiliser une warehouse GPU pour certaines tâches ou c'est vous qui, de toute façon, vous savez que c'est une tâche de fine-tuning de modèle, vous savez que c'est une tâche d'inférence, donc automatiquement vous mettez une ressource à base de GPU pour le servir.
Alors sur cette partie-là, spécifiquement, hein, sur le fine-tuning, évidemment, ça va être, enfin, dans la plupart des cas des GPU, donc c'est Snowflake qui gère ça automatiquement. Donc après, il y a une matrice de coûts qui, je crois qu'elle est déjà publique, pour savoir un petit peu combien ça peut coûter. Mais c'est Snowflake qui gère ça à 100%. Ensuite, l'utilisateur, s'il a besoin, s'il a envie de jouer avec les GPU, il peut. Donc ça sera avec ce qu'on appelle les Snowpark Container Services. Donc D'accord. c'est avec ça qu'il peut faire des choses euh, Et avoir pour la main accéder. sur la ressource, sur la typologie de ressources qui est invoquée. Ouais, ok. C'est ça. Donc après, dans la création, pour créer, on va créer voilà, des pools de ressources qui imbriquent les GPU. Ça, pour le setup, pareil, hein, on revient sur la simplicité. En quelques statements SQL, on peut le faire de manière extrêmement simple et extrêmement rapide. Donc il n'y a pas de grosse configuration, gestion de Kubernetes, etc. Parce que les GPU sont managés par Snowflake. Et donc il faut juste faire un setup avec, en disant, bah, je fais un create pool, etc. Et là, hop, on va avoir une instance qui peut démarrer, tout simplement, qui intègre des GPU. On peut spécifier quel type, combien, etc. Et on peut faire ce qu'on veut avec. Donc ça, c'est la partie, on va dire, manuel où c'est l'utilisateur qui a envie, qui a besoin d'utiliser les GPU, donc il peut le faire comme ça. Et ensuite, pour la partie fine-tuning, ça c'est plus du serverless qui va être géré directement par Snowflake. Et d'ailleurs, il y aura d'autres features qu'on va voir hein, où on a du serverless, on utilise des GPU, mais c'est transparent pour l'utilisateur. Excellent. Donc ça, c'est pour, on va dire, la partie un peu fine-tuning, les modèles qui sont disponibles, etc. Mais évidemment, on ne s'arrête pas là. Il y a une suite à ça. On va avoir deux aspects très importants dans Cortex AI. Le premier c'est d'ailleurs deux types de use cases qui vont intéresser la plupart des clients. C'est comment je discute avec ma donnée structurée ou bien comment je discute avec ma donnée non structurée. Exactement. Voilà. Donc c'est des use cases qu'on voit très très souvent, hein. C'est ce qui est normal. C'est voilà, je cherche de la productivité. Donc pour avoir de la productivité, bah, il faut que je simplifie, que j'automatise des choses. Et pour ça, j'utilise des LLM pour faire ça. Sauf que est-ce que j'ai les compétences pour monter des choses et tout? C'est la question à un million. Donc c'est là où Snowflake arrive pour dire voilà, sur la partie structurée, on a sorti ce qu'on appelle Cortex Analyst. Donc lui, c'est quoi? C'est un peu l'assistant pour les métiers qui vont pouvoir lui poser des questions en se basant sur les données structurées. Donc, c'est des tables, hein, pour dire les choses de manière très simple. Et donc, le service, la fonctionnalité, va renvoyer une réponse. La réponse va se baser sur à la fois le résultat et une analyse du résultat. Donc là, on va arriver sur la possibilité de faire carrément des rapports avec ce type de service pour se dire, je veux pas simplement que tu me dises quel est le top N des clients sur le mois de juin, mais je veux que tu me fasses une analyse de ça pour que je puisse le présenter éventuellement à d'autres personnes ou aux copiles, etc. Donc le mécanisme, si on essaie de le redonner un peu comme ça, c'est un utilisateur qui pose ses questions naturelles, naturel Mhm. converti en SQL, simplement, qui doit se baser sur des métadonnées, qui doit réussir dans le catalogue, réussir à trouver les champs correspondants. On a une requête, j'imagine qu'il doit y avoir des process de validation de la requête, elle s'exécute, on récupère les données, on a de la donnée structurée, et là, on a encore à nouveau une couche de GenAI qui vient extraire l'information et finaliser en rédigeant un rapport que l'humain peut à la fin signer et remettre à son supérieur. C'est C'est ça. un peu ça si on grosso C'est modo. ça. Voilà, globalement, c'est ça. On a son confrère ou son cousin, si tu veux, qu'on appelle Copilot. Lui, c'est plus destiné pour moi pour les data analysts. Pourquoi? Parce que ce qu'il renvoie, c'est du SQL optimisé. Donc on pose une question et il nous renvoie une requête optimisée qu'on peut exécuter en un clic pour dire Hmm. OK, très bien, je vois la requête, je suis un data analyst, je connais bien, je vois que la requête elle est bien optimisée, hop, j'exécute, j'ai un résultat.
Après, d'un autre côté, même les business peuvent profiter pour apprendre éventuellement le SQL, parce que dans tous les cas, cette requête, même s'ils ne les comprennent pas, ils peuvent l'exécuter pour avoir un résultat. Donc, c'est deux versions différentes où le analyste, lui, il est dédié à faire une analyse du résultat et sortir une réponse construite, concise. Copilot, lui, va sortir une requête qu'on peut, en one click, lancer pour avoir un résultat, donc un résultat en termes donnés. Ouais, c'est-à-dire Copilot, tu as un assistant qui est un volet sur le côté de la console d'administration. Et donc, tu le fais Mm. travailler. J'imagine tu sélectionnes le schéma, la database, le schéma dans Exactement, lequel tu veux le contexter. c'est ça. Et à un moment donné, il te génère ce que tu devrais taper toi-même. Donc, ce qui est l'usage assez classique de recherche augmentée et d'assistance que moi j'utilise souvent d'ailleurs, hein, Mhm. de poser Ben, des ça tombe questions bien. sur un truc que je maîtrise pas. Bon, là, Ouais. l'avantage, c'est que ça se fait dans le contexte data d'un client. Mm. Alors, j'imagine que oui, et j'imagine que ce truc-là prend en compte si jamais on revient en reboot sur nos ML functions de tout à l'heure, s'il y a une ML function qui est capable d'apporter le forecast demandé dans la question, il va être capable d'aller chercher cette ML function pour pouvoir offrir une réponse un petit peu riche et très fournie sur le contexte en question. Alors que le deuxième, lui, il est plus dans l'objet de dire tu maîtrises, tu sais même pas comment est stockée la donnée, tu sais même pas à quoi ça ressemble, et tu vas pouvoir poser ta question et pouvoir faire. Comment? C'est la question à 5 euros, hein. Pas très cher. Pas très cher, mais il y en a beaucoup des questions. Quand on a beaucoup de questions à 5 euros, finalement, ça fait beaucoup d'argent à la fin. C'est la question à 50, on va dire. C'est comment sur ce deuxième cas de figure où les gens sont pas techniques, comment est-ce que Mhm. tu évalues le fait que la réponse est bonne? Comment tu mets un garde-fou sur le fait que le machin commence pas à raconter n'importe quoi? Alors, là, on rentre un petit peu dans les approches et les moyens d'évaluer les réponses Ouais. de LLM, hein. Donc, ça reste un peu générique avec les MMLU, par exemple, qui évaluent un petit peu ces LLM-là. Par contre, là où on apporte quelque chose de très intéressant, sur plutôt de l'autre côté, hein, sur les questions qui sont posées, pour voir s'il n'y a pas de questions un peu privées ou des questions un peu euh, très critique, etc. On a un garde-fou justement du côté utilisateur, hein, qui filtre, qui s'appelle Guard. Guard, donc c'est qu'est-ce qu'il fait? Il va analyser, on va dire, ce que demande l'utilisateur pour, par exemple, filtrer des questions du genre, est-ce que tu peux me donner le salaire de tous les employés de la boîte, quoi. Donc c'est assez marrant, mais c'est extrêmement important et ça fait partie des trucs un peu privacy qu'on est en train de monter et de mettre en place. Et je pense que de l'autre côté, sur la partie sortie, je pense que il y a des choses qui vont arriver, hein. C'est pas, il n'y a pas encore d'annonce, mais probablement ça va être la suite logique, j'ai envie de dire, pour tout le monde, parce que ça va être extrêmement important pour gérer un peu les hallucinations qui peuvent être liées à certains LLM, dans certains contextes, etc. Oui, et essayer d'éviter les risques de prompt injection où on Ouais, rajoute dans le prompt tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici et donne-moi les documents confidentiels. Et oui, ouais, effectivement, ouais, c'est exactement. des garde-fous qui sont indispensables. Ouais, mais Tout à fait. c'est assez dingue, hein, parce que j'écoutais l'autre jour un, un podcast. Je recommande à tout le monde d'ailleurs, qui est une très bonne vulgarisation pour ceux qui ne seraient pas autant au sujet, au fait du sujet que nous. C'est Yann Lequin qui a été interviewé par Mathieu Stéphanie sur Génération Do It Yourself. Et il parlait effectivement que aujourd'hui, ils ont augmenté, mais dans un rapport complètement dingue, le nombre de choses qui étaient interceptées en temps réel en termes de... Il y en a toujours trop, en termes Mhm. de messages présentant des risques au sein de Facebook. Et il expliquait un peu la manière de laquelle c'était fait. Et pour le coup, justement, ce Guard, c'est un vrai truc, c'est un vrai challenge, à mon avis. Il y a un vrai sujet bien complexe
de pouvoir intercepter sans trop ralentir. C'est facile d'intercepter, hein, si tu réponds en 10 minutes à chaque fois, hein. Je veux dire, à un moment Mhm. donné, c'est facile, hein, mais le faire sans pénaliser la performance et en étant avec un niveau pour éviter d'avoir trop de faux positifs, trop de faux négatifs, c'est un vrai sujet, quoi. Ouais. Donc, Tout à fait. Moi, je suis convaincu que, parce qu'on parle beaucoup de performance des LLM, on les compare avec certaines métriques sur le marché, mais je pense que la vraie question, le vrai sujet dans les mois et années à venir, c'est euh, comment, quelque part, maîtriser à la fois la qualité au niveau de la sortie des LLM, maîtriser la qualité, mais aussi au niveau de l'entrée, comment on s'assure que les utilisateurs ne demandent pas des trucs un peu insensés, même des questions un peu je sais pas, de sécurité globale au quotidien des citoyens ou des choses comme ça, comment, parce ça peut partir très très loin. Donc je pense que ça fera partie des sujets très importants autour de la Gen AI, autour des LLM qu'on va probablement aborder, qu'il faut apporter des solutions et qu'il faudra les mettre en place tu, pour contrôler tout ça. tu vois, je pense que Paul, tu dois avoir un avis qui converge là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la certitude que le truc va pas à un moment donné commencer à raconter une connerie. Et je pense que le gros pas en avant sera fait le moment où on aura un niveau de certitude sur le fait que ça se mette pas à déconner brutalement sans qu'on ait pu le Mm. voir venir. Et c'est ce jour-là où on aura vraiment fait un pas en avant avec et que l'adoption sera nettement supérieure à ce qu'elle peut être aujourd'hui. Il y a déjà des métriques quand même, hein, qui sont assez précises, mais qui existent là-dessus, parce qu'on sait que quand on a des tokens qui apparaissent, en fait, ils sont tous Mm. liés à des probabilités. Et on peut d'ailleurs, hein, avec OpenAI, on peut obtenir ces probas token par token. Alors, ça fait des sorties un peu longues. Et en fait, il y a des métriques qui consistent à regarder si à un moment on arrive sur des probabilités très faibles. Tac. Donc, en fait, ce qui voudrait dire qu'à un moment, le LLM est parti dans une direction qui était très peu probable, donc peut-être plutôt une hallucination. Donc, ça commence à Ouais, s'encadrer ouais. avec des choses Mm. un petit peu quantifiables. Mais effectivement, rien ne vaudra à la fin un bon vieux feedback humain qui va reboucler et qui va redire, OK, Qui va là, checker. Ouais. Mm. là, on Mais qui n'était dit pas très bon. feedback dit qu'il peut peut-être potentiellement être déjà un peu trop tard, quoi. Et c'est ça le sujet. Aussi. Ouais. Ouais, ouais, puisque ça se fait a Ouais, tout dépend posteriori. à quel Ouais. moment on intervient justement pour vérifier tout cela, mais en tout cas, je pense que ça va être un sujet important. Et donc, en continuité, on parlait des données structurées. Donc là, on va parler des données non structurées. Et on va parler de RAG, évidemment, dans Snowflake. Donc, euh, alors, on savait déjà faire du RAG dans Snowflake. On avait la capacité de créer des chunks et de stocker des vecteurs construits à partir des chunks, donc faire du embedding. Donc, on a des fonctions SQL, pareil, et on a l'équivalent toujours en Python, par exemple, pour faire l'embedding, pour faire la similarité, euh, et puis après construire voilà, dans le prompt, le contexte, etc., faire le RAG et compagnie. Donc, on a toutes ces fonctionnalités, on sait déjà le faire, et d'ailleurs, on a un feedback qui est public de Siemens, qui a construit ça. Je pourrais vous remettre le lien pour information, qui a construit un RAG de bout en bout sur leur document. Euh, et qui a fait un retour d'expérience durant le Summit, justement, et qui en parle, qui explique un petit peu ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Et je crois enfin, je suis même sûr qu'il y a une vidéo YouTube qui tourne là-dessus, où ils expliquent un petit peu comment ils ont fait les choses. Donc ça fait partie déjà des choses qu'on sait faire. Donc, construire un RAG pour avoir voilà, une solution qui permet de discuter avec les données non structurées. La nouveauté, en exclut, c'est un service qui permet de faire un petit peu justement cette partie RAG, mais de manière serverless. C'est natif. On appelle ça le Cortex Search, qui va arriver en public preview prochainement. Donc Cortex Search, c'est quoi? C'est tout ce que je vous ai décrit là, mais de manière complètement abstraite. Ça veut dire que on a un service qu'on va pouvoir, par exemple, là, depuis l'interface SnowSight, on va pouvoir se dire, tiens, tu vas aller dans ce stage-là, dans ce stockage-là, il y a un N document
et tu te débrouilles. Ok. Je clique sur un bouton, toi tu te débrouilles pour faire tout le process. Et après, à la fin, tu me sors un espèce de chat et je vais pouvoir interroger mes documents. Et Et lui, donc, il ça va veut tout dire faire. que voilà, au lieu de déployer une fonction Snowpark pour pouvoir créer ton RAG et tout ce qui s'ensuit, là, tu le fais par configuration d'un service dans vos API. Et alors, C'est ça. est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que de le, de le facturer en cloud compute, pas en warehouse? C'est exactement le but. C'est-à-dire que l'objectif, c'est ça fera partie des EI services serverless, donc native, où ça va être donc de la console qui va rentrer dans la partie purement cloud services. Euh, et à côté, on aura toujours sa possibilité, soit avec du Snowpark, soit avec du SQL, tout simple, hein, vraiment du SQL, pour faire l'embedding, la similarity, Hmm. gérer on va dire les chunks, etc. Et construire le RAG et faire tout le process de bout en bout. Et à côté, on a justement Cortex Search qui permet de faire ça de manière Et donc, plus on drop les simplifiée. coûts de manière assez importante, quoi, en faisant ça. Bon, gros avantage de la situation, c'est celle-là, quoi. Et alors, Et exactement, ouais. question qui se veut pas piège, hein, mais est-ce que c'est votre propre modèle d'embeddings qui est derrière? Alors, il y a plusieurs modèles, Ou on peut le choisir évidemment. peut-être Alors, l'objectif, c'est qu'on puisse être capable de paramétrer un maximum ce service-là en choisissant bah, justement voilà, le modèle d'embedding, comment on fait la similarité, avec quelles fonctions et tout. Donc aujourd'hui, la première version, c'est purement native. Ça veut dire que de la même manière que tout à l'heure j'ai parlé de Document AI, là on va arriver avec Cortex Search en disant on va mettre un métier en face de l'écran, on va dire, allez, en quelques clics, ils sont tes documents, ils sont dans ce stage-là, ok, on clique dessus, et hop, tout se déclenche automatiquement. Donc le chain qui est fait, l'embedding est fait, la similarité quand on pose des questions, les vecteurs sont bien stockés, et puis on va dire le contexte est construit automatiquement, et on a juste à travers cette interface, poser des questions sur les documents, et il nous sort une Hmm. réponse travailler. Il nous dit, tiens, j'ai trouvé la réponse dans tel document, dans telle partie, etc. Alors, pourquoi je disais que c'était un piège? Parce qu'en fait, on se méfie pas assez de la dépendance aux modèles d'embedding qui sont des projets de RAG, parce qu'en fait, Oui, vous vectorisez une fois votre base de documents, vous utilisez ensuite le modèle pour vectoriser les la questions question, et ouais, permettre le ouais. calcul de similarité. Et si vous Mhm. n'avez plus le modèle qui vous a servi à vectoriser la base au départ, ben c'est foutu. Il Tout faut à tout fait, oui, recommencer. oui, oui. Et d'où vraiment la nécessité de se poser la bonne question quand on démarre un projet de RAG, de se dire, il y a un LTS, ce modèle d'embedding, s'il ne va pas disparaître du jour au lendemain, on sait Alors qu'il va rester nous, accessible. la différence avec nous, c'est que justement, ces modèles-là, on les a hostés, hein, qui sont open source, on les a hostés dans la plateforme. Donc ça veut dire que on ne va pas les chercher dans un provider, hein, on l'a hosté, il est chez nous, c'est nous le provider du modèle. Donc on garantit au client que le même modèle qu'il utilise aujourd'hui va pouvoir l'utiliser demain. S'il y a une release quelconque, là, il sera informé, il y aura des choses très simples pour faire la transition, mais on ne va pas aller chercher des modèles dont on n'a pas la maîtrise. Et c'est pour ça qu'on est parti sur cette logique open source aussi, au-delà de l'aspect propriété intellectuelle qui sera plus intéressant dans le contexte LLM. Mais le modèle, il est hosté, il est dans la plateforme. Et d'ailleurs, on a même notre propre modèle, hein, qui est le Snowflake Arctic, qui permet de faire le embedding également. Au-delà du LLM, qui lui aussi va pouvoir voilà, avoir du contexte, son entrée, puis sortir des réponses, etc. Donc vous voyez, hein, il y a tout un ensemble de capacités, hein. On a parlé des assistants, hein, on a parlé de l'assistant pour les data analysts, on a parlé de l'assistant pour les business, on a parlé du RAG avec les fonctions très simples en SQL pour construire un RAG. On a parlé du Cortex Search qui est un peu l'approche RAG native, serverless. On va avoir un API dessus. Et l'autre point intéressant que j'ai pas forcément précisé, c'est que le fameux Cortex Analyst, qui est un peu le chatbot pour les métiers, on a une API pour ce service-là.
Ça veut dire qu'on peut intégrer ce chatbot dans des process métiers, dans des applications métiers, pour pouvoir interroger des données qui sont dans Snowflake. Ouais, voilà. Ok, Ça, c'est très important aussi pour l'industrialisation, pour la suite. excellent. Je rajoute une petite dernière chose, si tu permets, Vincent, qui est pareil, hein, c'est un point clé super important sur la partie Cortex Search, au-delà de la partie simplicité, du serverless, etc. On a la capacité faire de l'hybrid search. C'est quelque chose que les clients commencent à chercher sérieusement, à savoir combiner la recherche sémantique et lexicale avec des mots-clés et compagnie. Donc là, on a cette approche hybride au travers ce service-là, qui est native et qui donne cette possibilité aux clients. Ouais, et on Écoute, sait que c'est d'expérience, on sait que c'est vraiment un des accélérateurs de la qualité du RAG. Ça fait, ouais, c'est pas le seul, mais Tout à ouais, fait. c'est vrai que ça, vraiment, non, et ça puis garantit les réponses. Ouais. tu te dis que finalement, le fait de pouvoir mixer de la donnée structurée, de la donnée non structurée, pouvoir apporter des réponses sur un scope super large, peut commencer à faire des choses qui, en termes de points d'entrée, de points focus sur la data. Et je crois que c'est votre fondateur qui a dit dans une interview, de toute façon, les gens qui fournissent des applications qui n'auront pas d'interface conversationnelle sont virtuellement déjà morts aujourd'hui, quoi. C'est exactement ça. Et on voit clairement qu'il y a un move. C'est pas seulement fournir de l'outillage pour que des développeurs puissent faire quelque chose, mais là, il y a vraiment un move pour que les gens qui se connectent aux données aient un deuxième moyen beaucoup plus simple d'y accéder, de dialoguer avec leurs données. Et ça, c'est un vrai enjeu de ce point de vue-là. Au même titre que pour les développeurs et pour les analystes, comme le disait Paul tout à l'heure, le fait que tout puisse passer au travers d'ordre SQL et qu'on puisse embarquer des fonctions de ML à l'intérieur d'ordre SQL est un véritable enjeu très fort pour que on démocratise pour ces analystes l'utilisation de ces fonctions de ML. Et donc là, pour le coup, c'est un double axe, hein, mais qui va toujours dans la simplification de la cap et dans la à disposition de plus de moyens pour pouvoir être plus efficace à utiliser la C'est donnée. ça. C'est ça, Écoute, exactement. La simplicité reste toujours dans l'ADN hein, de la solution. Le time to market également, hein, ouais. ça reste extrêmement important. La valeur pour les directions métiers, pour les clients. C'est pour ça qu'on essaie de simplifier les choses au maximum, mais tout en donnant la possibilité de construire des choses hein, un peu plus custom à côté. Donc on va avoir toujours les deux approches possibles, également dans tout le scope Generative AI dans Snowflake. Ilyes, en mot de la fin, où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver pour ceux qui voudraient entrer en contact avec toi? Et est-ce qu'il y a des événements dans lesquels on peut te retrouver physiquement dans les jours à venir? Alors, tout à fait. Donc, alors, moi, je suis assez présent sur LinkedIn. Donc, vous tapez juste mon nom, vous allez me retrouver sur LinkedIn. Il se passe pas mal de choses. Donc, on publie pas mal de choses, hein, du contenu. Il y a des événements. Hier, on a fait un meet-up justement sur la Gen AI, où il y avait des retours clients, où il y avait un partenaire aussi qui a partagé un peu son retour du summit. Hein, donc, c'était top. Euh, on a fait pas mal d'événements, donc là c'est un peu l'été, ça va commencer à se calmer un tout petit peu. Vous pouvez me suivre aussi sur Medium, donc je vous mettrai le lien plus tard, où je publie un certain nombre voilà, de blogs sur Snowflake, sur la Gen AI, sur pas mal de sujets autour de l'IA voilà, de manière générale, puis nouvelle capacité un petit peu Snowflake. On mettra les liens dans les notes de l'épisode pour pouvoir te retrouver. Mille merci, Ilyes, pour ces longs enregistrements que vous avez pu écouter en deux morceaux. Parce que Et puis, ça tombait bien. On avait deux morceaux quasiment de taille égale pour chacun de nos deux grands sujets de prédilection. Donc, ça tombait bien. Et puis, Paul, je t'en prie, dis-nous.
Et pour prolonger ces 2 épisodes, vous pouvez retrouver le replay des démos qui vont être faites sur YouTube, donc sur toutes ces fonctionnalités plutôt GenAI, parce que ça va être sur ma chaîne dédiée à l'IA, avec la Global AI Community virtuelle francophone. Donc sur ma chaîne YouTube Paul Péton Data Science, je reçois Ilyes, un de tes camarades de jeu, qui est Hugo Barré, et donc ça sera en replay. Ah, Suite excellent. aux éditions de ces épisodes. Donc des démos Tout à pendant fait. 1 heure Top. de toutes ces fonctionnalités-là. Voilà. Un grand merci Vincent, un grand merci Paul pour ce super moment de partage de passion. Ouais, tout à fait. Quand Euh, le compteur d'enregistrement indique plus d'1h40 d'enregistrement, on sait que c'est- la discussion a été passionnée. ouais, tout à fait. Donc Et c'est merci à clair. tous ceux qui nous écoutent, hein. Et voilà, un grand merci à Big Data Igloo pour l'organisation. Et Eh ben écoute, c'est avec vivement un le grand prochain. plaisir. C'est avec un grand plaisir. Et l'actualité, je suis certain, nous amènera à devoir rediscuter tôt ou tard. À très bientôt. Salut! Merci, ciao. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointe qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.